Salut à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Je vais parler d'un sujet complètement différent de ce que je fais d'habitude. J'ai hésité longuement avant de faire cette vidéo, mais je me suis dit, allez, tu te lances, c'est quelque chose qui pour moi n'est pas du tout tabou, hein. Peut-être pour certaines personnes, oui. Je trouve qu'on n'en parle pas assez sur YouTube, assez dans les médias, partout, même dans la vie de tous les jours. Je veux parler de la PMA. Qu'est-ce que la PMA? C'est la procréation médicale assistée. Tout simplement, en fait, quand vous avez des difficultés à avoir un enfant, et bien en fait, c'est un coup de pouce pour moi, un bon et gros coup de pouce pour avoir un petit bébé. Alors, il faut savoir que ça, c'est pas forcément marqué sur votre tête, hein, c'est pas marqué de toute façon sur mon front, hein, que j'ai eu recours à de FIV pour avoir mes petits garçons. Et ça, quand vous croisez des familles, hein, ben, vous ne savez pas si un tel ou un tel est stérile, si un tel ou un tel ne peut pas en avoir naturellement ou a eu recours à des inséminations. Si vous n'en parlez pas, on ne peut pas forcément savoir ça. Il y a de ça peut-être 15 ans, on était beaucoup moins concernés par la chose. Il y avait énormément de couples il y avait énormément moins de couples, pardon, qui étaient dans cette impasse. Aujourd'hui, c'est impressionnant. Les listes d'attente, on va dire, pour les spermogrammes, les choses comme ça se rallonge. Il y a de plus en plus de couples qui sont concernés. Voyez autour de vous, hein, je suis sûre que maintenant, vous connaissez peut-être presque tous quelqu'un qui a des difficultés ou qui a déjà eu des inséminations ou qui ne peut pas avoir d'enfants. Voilà, la vie aujourd'hui fait que ce qu'on mange, le stress, notre travail, notre vie engendre malheureusement des difficultés pour concevoir un bébé. Ça, c'est ma gynécologue qui me l'a dit. Je lui ai demandé comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a de ça 40 ans, 50 ans, il y avait autant de mamans qui avaient du mal. Elle m'a dit, c'est vrai, dans le temps, il y avait des femmes stériles, hein. Il y avait des femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, qui étaient incompatibles avec leur mari, mais c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup moins important qu'aujourd'hui. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo qui va un peu parler de mon parcours, de mon expérience, de mon point de vue, de mes sentiments, comment j'ai vécu la chose. Encore une fois, je tiens pas du tout et j'accepterai pas du tout d'être jugée ou blâmée sur ce que je vais vous raconter. C'est mon point de vue. Encore une fois, c'est mes opinions. Faut bien par contre prendre en compte que ce que je vais vous parler un peu au niveau des traitements, ça, c'était par rapport à mon corps, hein. Ça va pas répondre de la même façon sur vous, ça va pas être la même chose. Voilà, c'est par rapport à mon corps, à moi, par rapport à mon mari. Voilà, mais c'était vraiment pour vous partager ça et surtout pour vous dire que ça marche. Malheureusement, je voudrais vous dire que ça marche encore plus, mais ça marche pas autant que ça devrait. Je me dis, c'est pas possible. Dans la vie de tous les jours, naturellement, on a peut-être 20% de chances d'avoir un enfant. Et là, avec la PMA, on monte à 25, 30 dans les bons centres. Il faut savoir par contre qu'à l'étranger, hein, où la PMA est payante, ça peut monter jusqu'à 50% de chances de réussite, hein. Pourquoi? Parce que si vous allez en Espagne, par exemple, et que vous payez pour vous faire une FIV, vous avez payé, hein, donc ils ne peuvent pas vous donner que 20% de chance, hein. Nous, en France, c'est gratuit. Donc, c'est quand même gratuit. Donc, c'est quand même très bien, hein. Je veux vraiment mettre l'accent là-dessus. C'est gratuit. Vous avez le droit à 6 inséminations artificielles et 4 FIV. Jusqu'à 40 ans, je crois, pour la Sécu. Et puis 42 ans pour la MSA. Je ne suis pas tout à fait sûre, mais je suis pas loin. Voilà. En Espagne, vous allez avoir un incubateur par femme. En France, certains incubateurs vont être partagés, hein, pour plusieurs femmes. Donc, il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez ouvrir les portes d'incubateur, normalement, vous laissez tout faire tranquillement. Mais là, voilà, c'est peut-être, je sais pas, à chaque ouverture de porte, 1% de chance qui diminue. Donc, voilà. Il faudrait en France je pense qu'on améliore encore plus les conditions. Qu'on pousse encore plus et qu'on tende vers une augmentation de ce taux de réussite, ça serait vraiment, vraiment génial. Parce que j'aimerais que toutes les femmes qui désirent avoir un bébé puissent connaître la grossesse, puissent connaître ce bonheur-là, c'est vrai.
Et malheureusement, voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Je le sais, j'en ai conscience. J'ai conscience de la chance que j'ai, que la vie m'a offert deux merveilleux cadeaux. Je mesure ce cadeau tous les jours et c'est pourquoi je m'investis autant dans l'éducation de mes enfants. Euh, et c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Donc pour vous faire vite fait un petit flashback, donc aujourd'hui j'ai 30 ans, j'ai commencé à avoir vouloir un enfant avec mon mari il y a un petit moment, hein. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble, on est mariés depuis 8 ans. Donc on s'est mariés à 22 ans, puis dans la foulée on a voulu tout de suite créer une autre famille, hein, avoir un petit bébé. Et du coup à l'époque j'étais pas du tout concernée hein, par les problèmes d'infertilité, pas du tout. Dans mon entourage je connaissais personne, hein. Au contraire chez moi on claquait des doigts, on tombait enceinte comme ça, hein. Dans ma famille, c'est ça, hein. Pour même vous dire, ma maman est tombée enceinte de jumeaux avec une ligature des trompes. Voilà, pour vous dire, ma mère, hein, j'ai des frères jumeaux qui sont arrivés avec une ligature des trompes. C'est possible. Allez, rien que pour vous montrer que ça marche aussi. Non mais voilà. Ma mère, c'est la naturelle, elle l'a gâtée bien comme il faut. Mais moi, apparemment, c'est pas le cas du tout, hein. Comme quoi, c'est pas forcément génétique, hein. Voilà, moi j'ai voulu donc faire un enfant avec mon mari, donc j'ai arrêté ma pilule. Dès le premier mois, j'ai cru que j'allais être enceinte parce que retard de règles, j'y croyais à fond. Et puis j'ai fait mon premier test qui s'est avéré négatif. Bon, j'ai été déçue, mais sans plus, c'était le début, hein. Et puis les mois se sont enchaînés, j'ai pas refait de test de grossesse parce que j'ai jamais vraiment eu de retard. Et puis quand même, bon, moi j'ai commencé à arriver à 10 mois, 11 mois d'essai, ça marchait pas. Je vous avoue que dès le 6e mois, j'en pouvais déjà plus, hein. J'étais loin de m'imaginer qu'il fallait que j'attende encore très 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 longtemps avant d'avoir mon bébé. Et puis donc j'ai commencé à aller voir ma gynécologue vers 11 mois d'essai, à peu près un truc comme ça. Elle m'a dit, t'es jeune, t'as même pas 23 ans. Avec le recul, encore une fois, je ne regrette absolument pas de m'être bougée si tôt. Il faut savoir que plus vous attendez, plus vous vieillissez en quelque sorte, plus vous avez des difficultés, vous allez avoir du mal et vos chances diminuent pour avoir un enfant. Donc elle m'a dit, mais on va quand même commencer un peu tranquillement les examens. Donc elle a fait passer à mon mari un spermogramme et une spermoculture. Qu'est-ce que c'est? C'est un examen approfondi des spermatozoïdes, voir comment ils vont, s'ils sont bien mobiles, s'ils durent bien dans les heures, quoi, si avec les heures qui avancent, ils sont pas tous, s'ils restent bien mobiles et bien agiles avec le temps qui passe, s'ils n'ont pas deux têtes, pas de flagelles, voilà. Comment ils sont? Il s'est avéré pour mon mari, ils n'étaient pas très vifs et puis ils n'étaient pas très très nombreux. Mais ils étaient présents, voilà. Pour moi, j'ai passé une hystérographie, c'est tout simplement un examen pour voir si vos trompes ne sont pas bouchées. C'est indolore, hein, franchement, moi j'ai pas du tout eu mal, c'est assez rapide et voilà. Mes trompes n'étaient pas bouchées. On a fait après ce qu'on appelle des tests après rapport. Alors ça, franchement, c'est vrai, c'est pas du tout glamour, c'est un peu... Faut pas avoir honte, hein, je me dis des fois, mais en même temps, on n'a pas le choix. Et puis il faut se dire que les médecins, ils ont l'habitude, ils en ont déjà vu. Il faut se dire que quand vous commencez à rentrer dans la PMA, alors pour certaines personnes, ça va peut-être être un frein, ça va peut-être vous choquer, être mal à l'aise, mais c'est sûr que les gens là, les médecins, ils vont rentrer un peu dans votre intimité, c'est normal. Faire un enfant, c'est quand même intime, hein, ça se fait, ça se fait, c'est pas comme ça, hein, vous n'avez pas une petite graine dans le ventre, je veux dire, voilà, on fait croire ça aux enfants, mais il faut un rapport sexuel hein, pour avoir un enfant, hein. C'est comme ça que ça marche, hein. Si vous n'avez pas de rapport sexuel, vous ne pouvez pas avoir d'enfant, logiquement, hein. Donc voilà, ils veulent savoir comment ça se passe. Et ils vont vous poser des questions, c'est normal. Moi, je ne me suis pas du tout sentie choquée, ni j'ai pas du tout senti qu'ils s'initiaient vraiment dans ma vie privée. Voilà, moi je voyais vraiment ça comme un coup de pouce. Donc du coup, on a fait le test après rapport. Donc c'est sûr que, par contre, c'est pas cool. On vous dit à telle heure il faut le faire, il faut venir après. Je disais à mon mari, c'est à 7h du mat, t'as pas forcément envie de faire crac crac, hein, mais bon, t'as pas le choix. Donc du coup, on l'a fait. Et moi, il s'est avéré qu'après, on n'a jamais vraiment trouvé de spermatozoïdes. Voilà, ce qu'on appelle chez moi, ce qu'on appelle la glaire cervicale. Donc terme encore bien dégueu, c'est la glaire cervicale, en fait, c'est une substance qu'on a qui aide les spermatozoïdes à remonter
euh, le long du col et puis pour aller jusqu'à l'ovule en fait. Et chez moi, la glaire cervicale, elle a un pH trop acide. Donc déjà que les spermatozoïdes de mon mari ne sont pas des grands sportifs, super endurants, il y en a certains qui sont boiteux, et ben déjà qui sont pas super en forme, et ben voilà, ils arrivent, ils sont déjà déglingués quoi, bam, dès l'entrée. Donc s'il en reste, et ben ils sont pas nombreux pour aller jusqu'à l'ovule. Manquerait plus qu'ils se trompent de côté, qu'ils vont tous à gauche et que l'ovule est à droite. Et ben voilà, donc moi c'est ce qui s'est passé en fait en quelque sorte. Mais ça m'a fait du bien de savoir un petit peu ce qu'on avait en fait. On n'était pas stérile, on n'était pas forcément incompatibles, mais il y avait plein de petits des choses qui faisaient que ça marchait pas. J'ai su après aussi que mes ovaires ne fonctionnaient, ils fonctionnaient bien, mais c'était un peu des gros feignants. Ils se stimulent pas très bien et en plus voilà, ils devaient pas très très bien produire. Mais ça, je l'ai su après. Donc on a fait tous ces prises de sang et tout. Et puis du coup, nous a dirigés vers les inséminations artificielles. Donc insémination artificielle, en fait, on vous fait des petites piqûres qui vont permettre d'avoir un ou deux ovules, une ou deux ovules, pas beaucoup plus. Hein. Les inséminations, c'est light, on va dire. Et puis du côté de votre mari, on va préparer les spermatozoïdes, on va enlever ceux qui sont pas top. On va garder que les meilleurs, les winners. Et on va avec une petite pipette, vous mettre ça, passer le col en fait. On passe le col et on vous met ça. Et on laisse la nature faire les choses. On laisse les petits spermatozoïdes aller trouver l'ovule qui est là. Moi, je vous avoue que la première insémination, j'y ai cru, mais j'étais à fond. Je me suis dit, ça va marcher, c'est bon. Surtout qu'en plus, j'avais eu un peu de retard dans mes règles après l'insémination. J'avais des symptômes, j'avais l'impression d'être pas bien et tout. Quand la prise de sang est revenue négative, je me suis pris une claque énorme dans la face. Je me suis dit, c'est pas possible. Pour moi, c'était pas possible. Je dis, voilà, pourquoi ça marche pas? Comment ça se fait? Voilà, on les a mis, ils sont... Voilà, c'était tout nouveau pour moi, les piqûres et tout. Alors, il faut savoir que les piqûres, moi, j'ai toujours très bien supporté les traitements. Tout au long de mon parcours, j'ai très bien supporté les traitements. J'ai pas eu de douleur. Je vous expliquerai un petit peu, ça a été différent au niveau des FIV, mais toutes mes inséminations dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. C'est mon mari qui me faisait les piqûres. Donc, comme il me disait, c'est sa façon à lui de participer à ça. Parce que comme il me dit, c'est vrai qu'au-delà de faire le prélèvement de monsieur, mais qui peut pour certains hommes être difficile. Hein. Y a des hommes qui vont vraiment, je dis ça en rigolant comme ça, mon mari, lui, ça l'a pas forcément perturbé. Hein, lui, c'est pas du tout senti moins viril, moins masculin. Il y a des hommes qui vont très mal le vivre et qui vont pas l'accepter. Faut pas, je pense, faut parler avec eux. Hein, faut pas laisser ça comme ça. Hein, il faut parler avec eux parce qu'on a besoin des papas aussi pour pouvoir concevoir un bébé. Mais donc lui, sa façon à lui de participer au-delà du recueil, comme il me disait, c'était de me faire des petites piqûres. Je ne sais pas si moi j'aurais réussi, j'en ai fait aucune, hein, personnellement. Je ne sais pas si j'aurais réussi à me les faire. Je pense que si j'avais... Mon mari n'avait pas voulu, hein, je les aurais fait, mais la première, j'avais peur. Donc du coup, c'est lui qui me l'a fait, puis au final, c'est resté comme ça. Il me le faisait dans les cuisses, dans le haut des cuisses. Il faut savoir aussi qu'il faut être quand même assez disponible. Je me dis qu'en fait, si vous voulez faire ça dans votre coin sans le dire à votre patron, ça va être difficile, je pense, parce que moi, à l'époque, j'avais mon restaurant avec mon mari et du coup, j'étais quand même assez disponible. Je pouvais y aller avant le service, mais tous les 2 jours, il faut aller passer une échographie avec votre gynéco. Tous les 2 jours, le matin, il faut aller faire une prise de sang. Moi, je choisissais pas vraiment l'heure. Hein. Des fois, c'était 8h, des fois, c'était 7h30, des fois, c'était 9h. Je me dis, quand on est dans le privé ou dans une boîte normale, pas le dire à son patron, c'est chaud quand même. Donc, il faut être conscient, il faut être quand même disponible. Et c'est pareil, les femmes qui sont à 1 heure de route, je me dis, d'une ville, ça va être compliqué, quoi. Compliqué, c'est possible, hein. Mais vraiment, il faut être disponible, il faut vraiment être motivé. Et voilà, parce que il faut vraiment y aller régulièrement. Donc, je continue. Donc, pour vous dire que après ma première assimilation, ça a vraiment été très difficile. J'ai pas mal pleuré, je m'en rappelle. J'ai pas mal douté et puis mon mari m'a quand même remotivée vachement, on a beaucoup parlé. Moi je sais que mon mari ça a été mon psy en quelque sorte. Hein. Vous pouvez voir pendant les protocoles PMA, hein. De toute façon c'est obligatoire, vous passez par un rendez-vous avec un psychologue. Bon nous il n'a pas jugé forcément besoin de nous voir, hein. Il nous a vu une fois et puis voilà.
Mais mon mari, c'était mon psy en quelque sorte. Après, je reconnais qu'on n'a pas du tout la même façon de penser, lui et moi. On voyait pas la chose pareil du tout. Lui était beaucoup moins dans la souffrance que moi je l'étais. Peut-être c'est normal, je sais pas, je suis pas psy moi-même, mais j'ai beaucoup parlé avec lui, donc il m'a vachement remotivée. Donc on est reparti sur un nouveau protocole. Il faut savoir qu'il faut attendre au moins 3 mois, souvent entre 2 tentatives, le temps que votre corps il se remette de tout ça. Donc c'est très long. Moi j'avais envie de repartir dès le mois prochain, c'était reparti, mais voilà, il faut attendre. Alors que vous en avez marre d'attendre. Vous voulez plus attendre votre bébé, vous le voulez tout de suite. Et puis là, se sont enchaînées les inséminations, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Là, vous vous dites, j'approche de la sixième et qu'est-ce qui va se passer après? Surtout qu'en chemin, autour de moi, mes amis m'ont annoncé des grossesses, dans ma famille aussi. Et vous avez beau dire ce que vous voulez, quand on vous annonce ça, la chose que vous pensez, c'est vous êtes jalouse. Pourquoi pas moi? Pourquoi moi, j'ai pas le droit à ça? Alors oui, la jalousie, c'est normal, je pense, et j'en suis même sûre qu'elle soit là. Après, il faut que ça monte, vous êtes jalouse, mais il faut pas que ça reste, hein. Faut pas que ça continue comme ça, parce que là, vous allez vraiment être mal. Moi, voilà, je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré, j'étais jalouse, pourquoi pas moi? Et puis ça redescend, et après, vous êtes contente pour votre copine. Les gens après vont vous dire quoi quand vous en parlez dans votre entourage? Les gens ils vont vous dire c'est dans ta tête, faut pas y penser, c'est psychologique. Ou alors c'est que c'est pas le bon moment, dis-toi ça. Les gens ils peuvent pas vous dire autre chose que ça, ils sont pas concernés, ils savent pas. Vous avez juste envie de leur dire vous, mais ferme-la. Quoi c'est pas le bon moment? Moi je me dis ça fait 10 ans que je suis avec mon mari, ça fait 10 ans, on s'aime plus que tout, on le veut ce bébé. Et quoi c'est dans ma tête? C'est dans la tête, oui, c'est dans la tête, mais c'est normal quand vous avez envie d'un bébé. Le désir d'enfant, il est là, il vient de votre tripes. Vous pouvez pas le contrôler, ça. Moi, je sais qu'à l'époque, je mangeais bébé, je respirais bébé, je dormais bébé. Partout à mon boulot, je voyais des femmes enceintes. C'était plus fort que moi. J'allais faire mes cours, je tombais dans les rayons de bébé. C'était plus fort que moi. Ne pas y penser, c'est impossible. Donc, il faut pas en vouloir aux gens qui vous disent ça parce qu'ils peuvent pas vous dire grand-chose. Et qu'est-ce que vous voulez leur répondre? Bah oui, non, voilà. Moi, je répondais pas grand-chose à ça. Mon mari me disait, tu laisses, qu'est-ce que tu veux que les gens te disent? Voilà. Et puis, en fait, on arrivait à la 6e insémination, qui aussi a été un échec. Donc, moi, j'en ai aucune qui n'a marché. Pendant un temps, j'ai pensé arrêter, faire une petite pause et puis reprendre. Puis finalement, je me suis dit non, j'enchaîne, je continue. Donc, on a plus ou moins attendu 3 mois, et puis peut-être des fois un peu plus, ça dépend, hein. Pour les inséminations. Et au bout de la 6e, j'ai dit à ma gynécologue, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Elle m'a dit, maintenant, on va partir en FIV, en fécondation in vitro. Il faut savoir qu'il y a 2 modes de fécondation in vitro. Il y a la mode classique, où on va... classique, où on prend un de vos ovules, en fait, et puis un spermatozoïde... Quoi? J'ai des bêtises. La FIV classique, on prend un ovule, et puis les spermatozoïdes de vos maris qui ont été triés, on va dire, les winners. On les met ensemble dans une petite éprouvette, hein, un petit truc comme ça là, et on laisse la nature faire, on les laisse féconder l'ovule. Voilà, on surveille et après il y a la FIV XI où là on prend un de vos ovules, on sélectionne un spermatozoïde, un super winner qui est en pleine forme, qui a un beau flagelle, qui est parfait, et à l'aide d'une petite pipette, on va l'inséminer directement, en fait, dans l'ovule. On va faire la fécondation. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Les 2 fois, j'ai eu des FIV XI. Du coup, j'ai dit ok, la FIV, je connaissais pas du tout, elle m'a expliqué. Là, je voyais vraiment quelque chose de beaucoup plus concret. Je me disais, mais là, c'est ce qu'il me faut en fait. En fait, c'est vraiment ce qu'il me faut. Là, on va m'implanter un embryon. J'ai là ce qui marche pas, c'est fait. Là, moi, il n'y a pas de fécondation, ça marche pas. Là, c'est fait. On me donne carrément un embryon. Donc moi, j'étais, mais... aux anges. J'ai dit, ok, on y va, quand c'est qu'il faut y aller? Elle m'a dit, il va falloir refaire des examens, il faut faire un 100%, quoi. Je crois que j'avais déjà le 100% de toute façon pour les inséminations, mais il arrivait à échéance. Donc du coup, il a fallu que je refasse tout pour un 100%, qu'on prenne les premiers rendez-vous au service PMA, donc de Poitiers, où j'ai été suivie. Une petite équipe très familiale, super. La gynécologue qui est là-bas, elle est géniale. On a pu poser toutes nos questions sans tabou, il n'y a pas de honte à avoir.
Elle m'a dit en arrivant, mais moi, vu votre profil, je vous aurais directement passé en FIV. D'accord. J'ai dit, en fait, vous voulez me dire que je viens de passer 3 ans ou 4 ans, je sais plus combien de temps on a mis en tout pour les inséminations. 4 ans, 3 ans et demi, je crois, pour les inséminations. Pour rien. Bon, après, voilà, tant pis, c'est comme ça, il faut pas revenir en arrière, on peut pas revenir en arrière. Avec des si, on referait le monde. Hein, donc, du coup, on a refait quelques traitements. Mon mari a dû aller à Poitiers refaire des spermocultures. Et voilà, il y a plein de choses à faire avant de se lancer. Elle m'a dit, comme vous êtes jeune et qu'on peut-être on craint une hyperstimulation des ovaires, on va partir sur un protocole long, avec des petites doses, mais assez longtemps. Et comme je vous disais que mes ovaires étaient feignants, eh bien en effet, hein, même au bout d'1 mois et demi de traitement, c'est-à-dire que pendant bien 1 mois de piqûre, hein, parce qu'avant on a des petits traitements de médicaments, puis après aussi 1 mois de piqûre, que dalle, ça bougeait pas, mes follicules ne grossissaient pas. Du coup, quand ils ont commencé à grossir, ma prise de sang, elle, ça allait plus, on a tout arrêté. Donc là, quand ils m'ont appelé, moi j'étais sûre d'aller me dire, vu que mes follicules grossissaient, c'est bon, on vous déclenche. Ils m'appellent et tout pour me dire, c'est bon, on arrête tout. Et là, donc je me rappelle, j'ai rien dit, j'ai dit, ah bon, pourquoi? Il m'a dit, parce que en fait, ça va pas la prise de sang. Et j'ai dit, ok, j'ai raccroché et j'ai pleuré toute l'après-midi. Donc encore rebelote, mon mari m'a motivée, m'a conseillé, voilà, m'a aidée. Il faut savoir que moi, pendant tout mon parcours, ça a été dents de scie, hein. Et puis, c'est comme ça, je peux pas vous dire, faut être tout le temps au top, c'est pas possible. Vous y croyez, ça va pas, c'est voilà, ça fait ça. Moi, ça a fait ça tout le temps. Je me suis dit, j'aurai jamais d'enfant, j'en aurai jamais. Voilà, c'est comme ça. L'essentiel, c'est de parler, c'est de communiquer avec votre mari. Ça brise beaucoup de couples, hein, la PMA. Nous, des fois, ça fait qu'on s'engueulait, hein, mais ça nous a vachement rapprochés, ça nous a vachement prouvé que notre couple était fort. Du coup, on est parti sur un autre traitement cette fois, un autre protocole, cette fois beaucoup plus court, de 3 semaines, mais avec des doses de cheval. Cette fois, c'était une infirmière qui venait faire les piqûres. J'en avais 2 tous les soirs, pas une, mais cette fois 2, dans le ventre. Et ça me tuait. Les piqûres, je me rappelais tout le temps. Ça me faisait trop mal, ça me brûlait. Et pour vous dire même que j'ai pas eu de bol, parce que la dernière, je me rappelle, donc ça a mis du temps aussi à se décanter, puis c'est bon, les follicules sont partis. Là, elle me dit, vous faites la dernière piqûre ce soir, et puis demain, on fait l'ovitrel. L'ovitrel, c'est ce qui déclenche l'ovulation. Donc là, je savais que le soir, j'avais ma dernière piqûre, l'infirmière vient, c'était une remplaçante, elle était bizarre, cette femme, très bizarre. Et là, il me restait une ampoule, quand il me restait juste pour une dose en fait de piqûre. Elle m'explose pas l'ampoule par terre, il était presque 19h du soir. Je dis c'est pas possible, je fais comment? Heureusement qu'à la pharmacie, mon mari est parti à 19h en urgence à la pharmacie. Ils m'ont trouvé, non mais c'était, j'ai failli péter des plombs ce soir-là. Elle m'explose le truc par terre, quoi, tout le produit. Non mais là, et encore j'ai été gentille, non, franchement j'ai été gentille, mais je l'aurais tué. Donc du coup, ça va, ça s'est bien terminé. Et du coup, j'ai fait enfin ma ponction. Donc j'étais très 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 heureuse. J'ai eu pour ma première ponction sous anesthésie locale. Donc ça se fait soit sous générale, soit locale. Poitiers, c'est local. Je vous rassure, j'ai vraiment pas eu mal du tout, du tout. Vous êtes entre un coma et puis l'éveil. Donc en fait, on est shooté. On entend ce qui se passe, on n'entend plus. Voilà, c'est sans douleur. Donc j'ai eu 13 follicules de ponctionnés, il y en avait 9 de matures, on m'en a fécondé donc 9, il y en a 7 qui se sont développés. Quand je suis retournée, donc on m'avait demandé si je voulais congeler les embryons restants, j'ai dit oui, il n'y a pas de souci, parce que si ça ne marche pas, au moins je peux retenter sans tout le traitement et tout le protocole qui va avec. Et puis on m'a rappelé pour me dire qu'il y en avait 7, donc ils étaient développés, et puis qu'il fallait que je revienne le samedi matin pour le transfert d'un embryon. Moi, j'étais sur un petit nuage, j'arrive le samedi matin, je rentre dans cette petite pièce, je me rappellerai tout le temps, toute petite pièce avec la table de gynécologie, et puis c'était dans le noir, et là il y a une petite trappe qui s'ouvre, et on voit de la lumière, et on voit tout le labo derrière, et une dame avec un chapeau, un masque et tout, qui dit mon nom, et qui dit un embryon. Je fais oui, et elle me dit non, un embryon. Je dis oui, on implante un embryon. Non, mais elle me dit il ne reste qu'un embryon. Et là je la regarde, j'ai fait quoi? Sur les 7, il n'y en a plus qu'un?
Elle me dit oui, elle me dit malheureusement les autres ne se sont pas bien développés ou carrément ont arrêté de se développer. Je dis c'est pas possible. Alors là c'est pareil, rebelote, je savais pas quoi dire. Moi quand je suis comme ça, je sais pas quoi dire. Je dis rien, je suis dépitée, je deviens blanche comme un cul, c'est fini. Ma gynécologue m'a motivée, m'a redonné espoir en me disant que ça suffit, vous savez, mon mari aussi était là. Donc le transfert s'est fait, sans douleur. Par contre, j'étais plus du tout maître de moi. Je me rappellerai tout le temps. Je tremblais, mes jambes dans les étriers, mais tremblaient. Je pouvais pas m'arrêter. Mes dents claquaient, j'étais gelée, j'avais froid, des frissons. Le stress, le coup de massue, me dire voilà, j'avais que cet embryon-là et vraiment le coup de massue. Mais bon, je me suis reprise. Je sais que quand je me suis levée, j'ai dit oh, mais si je me lève, il va tomber, je vais le perdre. Elle m'a dit vous inquiétez pas, non, vous pouvez vous lever. S'il part, elle m'a dit il partira dans quelques jours, mais là il va pas tomber. J'ai été m'allonger 20 minutes et puis j'ai dit à mon mari mais tu te rends compte, ça y est. Là, il est là. Je dis en quelque sorte, je dis je suis enceinte, même si techniquement j'étais pas enceinte parce qu'il n'était pas implanté. Dans la muqueuse, mais je me dis ça y est, j'ai un embryon et tout. J'ai passé 15 jours horribles jusqu'à la prise de sang. Alors là, c'est pareil, dents de scie. Je suis enceinte, je suis pas enceinte, ça a marché, ça a pas marché, j'ai pleuré, dès que je chantais, j'avais mal au ventre, ça y est, ça a été vraiment 15 jours horribles et les plus longs de ma vie. La veille de ma prise de sang, je me suis réveillée en pleine nuit avec une douleur dans le ventre pas possible. J'étais aux toilettes, je me suis dit ça y est, j'ai mes règles. Elles n'étaient pas là. J'étais sûre d'avoir mes règles. J'ai pris un Doliprane, j'étais me recoucher. Et le matin, j'ai dit à mon mari, c'est mort, ça n'a pas marché, j'en suis sûre. J'ai été faire ma prise de sang, mais vraiment persuadée que c'était négatif. Et puis, elle devait m'appeler vers 13h. Et à 11h, mon téléphone a sonné. Quand j'ai vu infirmière PMA, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. C'est pas déjà les résultats. Et elle m'appelle pour me dire, Madame Untel, j'ai vos résultats. Toutes nos félicitations, c'est positif. Et là, dans ma tête, j'entendais, c'est juste, c'est positif. Et là, je savais, encore une fois, rebelote, moi, blanche comme un cul, je sais pas quoi dire. J'ai juste dit, c'est vrai? Et elle me dit, mais oui, je vous aurais pas appelé pour vous dire, je m'amuserais pas. Non, elle me dit, je m'amuserais pas à vous faire des blagues comme ça. Et j'ai un peu coupé court. Elle m'a dit, dans 2 jours, vous allez faire une prise de sang. Et là, j'ai raccroché. J'étais contre mon mur, c'était pas ici, c'était à mon restaurant, mais je me suis adossée au mur, je suis tombée par terre et là j'ai pleuré, mais vraiment pleuré en sanglots. Je comprenais pas ce qui m'arrivait, je me rendais pas compte que depuis toutes ces années, ça m'arrivait. C'était pas des pleurs, c'était pas douloureux, mais c'était beaucoup plus intense en fait que les échecs, je me rends compte aujourd'hui. Ça n'a pas été du tout pareil. J'ai vraiment eu du mal à pas accepter, mais à me rendre compte que ça y est, c'était possible. Comme je vous dis, le début, en fait, le désir d'enfant, il est là dès le début, mais à la fin, ça devient une quête. Vous le voulez tellement, ce bébé. Vous êtes à la quête, c'est un combat, mais c'est intense. Et je m'en rendais pas compte. Mon mari est venu me voir, il croyait que c'était négatif, il comprenait pas. Et au bout d'un moment, j'ai réussi à lui dire que c'était positif, il comprenait pas. Lui, il croyait que je disais c'est négatif. Et j'ai eu vraiment du mal à me dire que c'était positif et que c'était bon, j'étais enceinte. Surtout qu'au départ, vous sentez rien, vous vous rendez même pas compte que vous êtes enceinte. Et si ça vous dit aussi, je vous ferai peut-être une vidéo sur l'après-grossesse pour vous raconter. Alors, ma grossesse est très bien passée. Moi, j'ai très bien accepté les nausées, tout ce qui va. J'étais au contraire, ça faisait partie de la grossesse. Par contre, j'ai vraiment moins bien vécu mon après-grossesse. J'ai fait en quelque sorte une petite dépression après ma grossesse. J'ai vraiment eu du mal à faire le deuil de ma grossesse. C'est con à dire, mais voilà. Et à me rendre compte que mon bébé était dans mes bras, était là. Alors, pas du tout de dépression vis-à-vis de mon enfant. Au contraire, j'ai toujours tout de suite... Je l'ai aimé du moment où j'ai su qu'il était... Alors, pas du moment où j'ai su que j'étais enceinte, parce que j'ai eu du mal au départ. Mais voilà, je l'ai aimé tout de suite. Mais vraiment, j'ai eu la nostalgie de ma grossesse et de me dire que j'ai vraiment eu du mal. C'est difficile à expliquer, mais j'en ferai une vidéo vraiment si ça vous intéresse. À me dire qu'après tout ce qui s'est passé, après tous les traitements que j'ai eu, toutes les tests de grossesse, j'ai acheté un pack sur internet de 20 tests de grossesse, j'ai fait des tests d'ovulation, j'ai fait ma courbe de température, j'ai pris des compléments. Après tout ça, j'avais enfin mon bébé dans les bras et j'ai eu du mal. Mais ça, si vous voulez, ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur mes grossesses et tout ce qui s'est passé après.
Donc voilà, j'ai donc ma deuxième grossesse après, j'ai eu un désir d'enfant on savait qu'on tenterait un deuxième. Ça a été beaucoup plus rapide. Pourquoi? Parce qu'on savait le traitement qui avait marché du coup pour mon premier. Ça a été différent aussi. Par ma grossesse, je vous expliquerai. J'ai eu peur dès le départ. J'ai eu peur de faire une fausse couche. Bon, si ça vous dit, je vous ferai une vidéo pardon, là-dessus. Mais aujourd'hui, donc pour mon deuxième, c'est pareil, j'ai eu 23 follicules de ponctionnés, j'en avais 13 de matures, j'en avais 16 de matures et on en a fécondé, il y en a eu 13 qui se sont développés, qui ont été fécondés. Euh, et puis malheureusement, sur les 13 au jour du transfert, eh bien, il n'en est resté que 2. Donc en fait, voilà, nous on a vraiment un souci au niveau de la fécondation. J'ai su même après. Quelques années après, quand j'ai fait ma deuxième FIV, la sage-femme, la gynéco m'a dit que ah oui, on se rappelle de vous. C'est vrai que pour votre premier, on vous avait comme quoi, elle me dit que ça marche parce qu'on vous avait transféré un embryon. Elle m'a dit vous avez eu de la chance hein, parce qu'à quelques heures près, il commençait à se dégénérer. J'ai dit quoi? Elle m'a dit en fait, on vous l'aurait pas implanté le samedi. Elle me dit le lendemain, il aurait pas tenu. Elle me dit. Ça m'a tué. Et alors après, j'ai dit, mais ça n'a pas d'incidence sur l'enfant parce que elle dit, non, 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 c'est juste. Après, le développement, c'est très bien fait. Mon fils est en pleine, est totalement normal, il va très bien. Mais en fait, voilà, moi, elle m'a dit, vous avez la qualité de vos embryons, à la base, voilà, c'est pas, ils tiennent pas assez, voilà, ils se développent pas forcément bien dès le départ. Après, une fois qu'ils sont implantés, c'est parti. J'ai de la chance, voilà, moi, c'est ce qu'elle m'a dit, la chance que j'ai, c'est que j'ai une super muqueuse utérine. Mon endomètre est parfait. Endomètre, en fait, c'est la muqueuse qui tapisse en fait votre utérus et qui, en fait, c'est le petit nid douillet où va se mettre l'embryon. Et moi, là, je vais rentrer dans des termes un peu techniques, mais il est bien en triple feuillet, il est parfait. Et il fait bien 13 millimètres d'épaisseur et tout. Et je vais dire centimètres, mais ça me paraît énorme. 13 millimètres. Voilà, c'est ça, je ne suis pas gynécologue, hein, je ne suis pas médecin. Hein, il y a des termes que je vous ai dit qui ne sont pas non plus vraiment bien. Ça, je m'en excuse, hein, il faut le savoir. Mais voilà, j'ai la chance j'avais une très bonne muqueuse utérine et qui a très bien accueilli mes bébés. Donc du coup aujourd'hui on a un autre embryon qui est congelé, qui est à Poitiers et on a été justement, on nous a demandé ce qu'on désirait en faire, si on voulait le donner à une famille ou le détruire ou le garder pour une éventuelle grossesse. On a fait le choix de le garder pour tenter une éventuelle grossesse, si ça marche ou ça marche pas. Une chose est sûre, on va le tenter, mais si ça ne marche pas, je ne repartirai pas, je pense. Après je dis ça. Encore une fois, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je ne pense pas repartir dans d'autres traitements, recommencer. J'ai 2 petits garçons, ça me va très bien. Si j'ai la chance de pouvoir en avoir un troisième, ça serait super. Il y a de ça 6 ans, quand on m'a dit en arrière, voilà. Mais c'est même pas 6 ans, j'ai mis 6 ans. Donc quand il y a de ça 8 ans en arrière, quand on m'aurait dit en 2016, tu auras 2 garçons, j'aurais dit, vous vous moquez de moi, c'est pas possible. Hein. J'étais persuadée de ne pas en avoir et aujourd'hui j'en ai 2. C'est pour ça aujourd'hui que je fais cette vidéo, c'est malheureusement, voilà, il n'y a que 25% de réussite avec la PMA. Et du coup, il n'y a que 25 femmes sur 100 qui ont des résultats positifs. Et moi, je voudrais qu'on entende plus les femmes qui ont des résultats positifs pour motiver, pour encourager et vous dire que ça marche. Je sais que ça marche pas assez, je sais qu'il n'y a pas assez de résultats. Et au contraire, la France, voilà, on devrait, je sais pas, développer encore plus et faire en sorte que ça marche encore mieux. Voilà, c'est fou de se dire qu'en Espagne, ils ont 50% de réussite et que nous, on en a que 25%. On devrait arriver à 50% de réussite et faire que toutes les femmes puissent avoir des enfants naturellement, qu'elles puissent connaître la joie de la grossesse. Après, malheureusement, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Mais voilà, mon témoignage était là aussi surtout pour vous montrer qu'il y a de l'espoir, que ça peut marcher, qu'il n'y a pas que du négatif, qu'il n'y a pas que des échecs dans la PMA, que ça marche. J'ai 2 petits garçons merveilleux aujourd'hui. Voilà, et qu'il faut en parler. C'est l'essentiel, c'est la base. Si vous, vraiment, vous voulez pas en parler, vous n'avez pas besoin de ça, que vous vous sentez pas dans le besoin d'en parler, que vous allez très bien, tant mieux. Mais si vraiment vous vous sentez frustré, que vous êtes seul, que vous n'arrivez pas à en parler avec votre mari, moi, je sais que j'étais voir beaucoup de forums, comme je vous dis, mais sur les forums,
faut arrêter de se le cacher. Vous parlez surtout avec qui? Avec des femmes qui n'arrivent pas, justement, qui n'ont pas. Il y a très peu de mamans. Il y en a, hein, je dis pas qu'il y en a pas. Il y a quand même très peu, comparé à tous les abonnés, très peu de mamans qui sont là pour dire bah moi ça a marché. Une fois qu'on a notre bébé, moi la première, j'y suis pas retournée sur ces forums. C'est vrai qu'on parle qu'avec des mamans qui ont des échecs. Et ça serait bien de plus entendre les mamans à qui ça a marché. Et je trouve que voilà, moi j'avais beaucoup regardé sur internet, hein, sur YouTube, des vidéos de mamans qui en parlent. Moi je cherchais ça, je cherchais des reportages et des documentaires sur ça a marché. Voilà. Il faut savoir qu'après, bah, du coup, après les filles, vous avez le droit à 4, comme je vous disais. Bah, après, qu'est-ce que vous avez? Bah, vous n'avez pas trop de choix, hein. En France, vous avez soit le don d'ovocytes, mais c'est très compliqué. Vous avez le choix sinon de partir à l'étranger pour faire des FIV, mais vous allez devoir payer. Il y a des meilleurs résultats, c'est vrai, mais bon, bah, ça va être payant. En France, c'est gratuit, vous avez le droit jusqu'à 4. Il faut voir. Après, vous avez l'adoption. L'adoption, c'est payant. Vous payez toutes les démarches administratives pour les papiers, les passeports, les dossiers. Voilà, donc forcément, c'est surtout très long. Alors en France, c'est encore plus long. À l'étranger, c'est long aussi. C'est pareil. Je comprends pas. Je suis d'accord. Je suis d'accord qu'on ne peut pas confier un enfant comme ça, un enfant qui a été abandonné à une famille comme ça, sans connaître l'histoire, l'état de santé, le mental plutôt des familles. Mais on devrait accélérer, raccourcir ces démarches, on devrait faciliter l'adoption des enfants. Voilà, vraiment très encadré, mais facilité. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle la GPA, la grossesse pour autrui, à savoir que ça, c'est pas légal en France, c'est pas autorisé en France. Vous pouvez partir à l'étranger pour le faire. Moi, je trouve que ces personnes sont courageuses parce que vous savez que malheureusement, bah, après, pour revenir en France et faire reconnaître vos enfants aux yeux de l'État, c'est quasiment impossible. C'est-à-dire que vos enfants, ça va être vos enfants génétiques, mais malheureusement, vous n'aurez pas de livret de famille qui va le dire. Et voilà, et si dans votre succession, toute votre vie, voilà, c'est possible. Il y a des parents, je pense, qui arrivent, des familles qui arrivent, mais il faut, voilà, c'est infime. Hein, donc, voilà. Pour moi, après, les solutions, voilà, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Peut-être, je dis bien peut-être, parce que je ne sais pas, peut-être on aurait été vers l'adoption. Je pense qu'on aurait peut-être donné de la chance à un enfant qui avait été abandonné, un enfant qui aurait été là. Peut-être on aurait fait cette démarche. Je dis bien peut-être. Une chose est sûre, je n'aurais pas fait la GPA. Encore une fois, tout ce que je vous dis là, c'est mon point de vue, c'est mon avis. Hein. Il faut pas, voilà, on est des milliards d'êtres humains sur la Terre. C'est quand même normal qu'on n'ait pas tous et heureusement les mêmes opinions. Sinon, voilà, ça serait vraiment monotone. Hein. Donc encore une fois, là, je sais qu'il y a ça, c'est un sujet beaucoup plus tabou, hein, la GPA, beaucoup plus que la PMA. Je sais qu'il y a des personnes qui vont dire que ce que je dis, c'est pas bien. Mais voilà, moi en tout cas, pour moi, je suis pas forcément pour. Du moins, c'est pas quelque chose qui, voilà, moi en tout cas, moi et mon mari, on ne serait pas tourné vers ça. Je sais que ça aurait pas été quelque chose pour nous. Voilà. Après, comme je vous dis, je trouve courageux les personnes qui s'engagent là-dedans parce que c'est un investissement. Et je peux pas vous expliquer pourquoi moi ça a marché, pas certaine. Quand vraiment il y a quelque chose qui va vous montrer voilà, que j'étais stérile, par exemple, que mes ovaires ne fonctionnent pas du tout, que mon mari n'a pas du tout de spermatozoïdes. Là, vous savez sur le papier que vous êtes stérile et que voilà. Moi, je savais pas pourquoi ça marchait pas vraiment. Je peux pas vous dire. Je peux juste vous dire qu'il faut parler avec votre mari. Parlez dans votre couple, parlez-en si vous avez besoin, allez voir les psychologues, n'hésitez pas à aller voir les services PMA, il ne faut pas du tout voir ça comme une intrusion dans votre vie personnelle, mais vraiment comme un coup de pouce. Moi je soutiens à 100% et j'encourage les gens à aller en PMA quand vous avez des difficultés, et j'encourage vraiment la France à faire d'énormes efforts sur la PMA parce qu'il y a besoin de faire progresser les pourcentages de réussite, hein. C'est quand même fou qu'on n'avait pas des meilleurs taux de réussite, mais voilà. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir et je vous dis à très bientôt. Bye bye.